Je peux vous dire que oui, il y avait un système de collusion. Oui, on a participé. On était des acteurs de ça. C'est un engrenage. Hein. Je veux pas... On s'excuse pas de l'avoir fait, là. On l'a fait, là. Puis on a participé, là. Je crois que vous devriez vous excuser de l'avoir fait. Oui, je veux pas... Ce que je veux dire, monsieur le commissaire, c'est qu'on est coupable. On l'a fait. Puis je ne demande pas d'excuses, là. On est responsable. On va la refaire. Et ça, c'était d'une longue série. On revient sur la commission Charbonneau en 2013. C'est la dernière semaine avant les fêtes, avant les vacances. Je pense que c'était l'occasion. On va le faire toute la semaine, d'ailleurs, à cette heure-ci. Cette semaine, aujourd'hui, on commence avec Kathleen Lévesque, journaliste à la presse. Kathleen, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Ah, ben, t'es bien cute en personne. Et Stéphane Giroux, journaliste à CTV, à qui on a parlé aussi à l'occasion. Stéphane, bonjour. T'es bien cute en personne, toi aussi. Oui, mais pas aussi cute que Kathleen. Non, tu travailles là-dessus. Mais je suis content que vous ayez accepté de venir à l'émission faire le tour. Kathleen, on s'est parlé beaucoup pendant cette saison. Et la commission Charbonneau, c'était à chaque jour, c'était un mélodrame, un psychodrame. Et vous voulez d'abord nous parler des ingénieurs. Ça a été la grande révélation. Oui, ça, c'est un élément fondamental de la commission Charbonneau des travaux de l'hiver dernier, parce que les ingénieurs, en fait, ont été contraints, parce qu'il n'y en a pas un qui a collaboré gentiment et qui avait levé la main pour dire « Oui, nous allons venir vous expliquer comment fonctionnait la collusion ». Non, ils ont été contraints de témoigner, mais la commission Charbonneau nous a permis, je pense, de faire un pas de géant sur la compréhension, comment on accorde les contrats, comment on les octroie dans les municipalités notamment, parce que c'était surtout le monde municipal qui était sous la loupe de la commission. Et on a entendu Rosaire Soriol tantôt en intro. VP principal de chez Dessau, qui n'y est plus évidemment parce que les déclarations, les témoignages où on a reconnu avoir fait de la collusion, on a tous fait, chacun à son tour a fait un mea culpa et ça sans a eu conséquence. Un mea culpa sans conséquence. Stéphane, il n'y a pas eu de conséquence à ce mea culpa. Rosaire Soriol nous avoue, on a fourré le système, on a fourré les contribuables, hein? Je demande même pas d'excuses, je m'excuse même pas, puis il n'y a pas de conséquences. Il y a des conséquences, en fait, pour les firmes, notamment sur l'image des firmes de génie conseil qui ont été écorchées, évidemment. Il y a des conséquences aussi pour les Rosaire Soriol, François Perrault de Génivard ou Pierre Lavallée de BPR, parce que, par exemple, parce que tous ces gens-là, tous ces dirigeants-là ont perdu leur emploi. Est-ce qu'ils ont été congédiés, remerciés? Disons qu'ils étaient devenus un embarras plus qu'autre chose pour les firmes, alors on s'est entendu pour les tasser. Mais le problème, c'est que ces gens-là, oui, ils ont dû quitter, de gré ou de force, on ne le saura pas, sauf que la question qu'on s'est toujours posée, c'est est-ce qu'ils faisaient cavalier seul pour ces entreprises-là? Est-ce que la haute direction, est-ce que le conseil d'administration le savait? Est-ce que le conseil d'administration aurait dû le savoir? Puis ce qui est triste, c'est qu'une des punitions, évidemment, c'est qu'ils ne pouvaient plus miser sur des contrats pour X nombre d'années. Bon, d'accord. Ce qui veut dire que la plupart des gens qui en ont souffert, ce ne sont pas les dirigeants, qui ont, pour la plupart quitté avec des généreuses compensations, mais les employés en bas, eux autres, qui voient leur travail disparaître parce que leur entreprise n'a plus le droit de miser sur des contrats. Puis encore, on l'a encore vu ce matin dans le journal, il y a des compagnies, des firmes d'ingénierie qui, malgré tout, trouvent toujours des façons de retrouver ce droit-là de miser sur des contrats publics. C'est que l'ironie de la chose aussi vient du fait qu'au Québec, actuellement, on a un problème majeur d'infrastructure qui tombe en ruine. Il suffit de penser au pont Champlain, bien sûr, à Turcot et à bien d'autres routes avec des crevasses assez importantes. Ouais. Mais donc, on a besoin, comme société, des services et du génie. Ouais. Les firmes de génie sont fondamentales. C'est fiable et honnête. Oui, on a besoin de firmes fiables et honnêtes, c'est bien évident. Or, la commission Charbonneau nous a montré surtout qu'elles étaient prêtes à bien des bassesses pour obtenir des contrats, notamment à faire du financement occulte. Ouais. Les conséquences de ça, c'est que tu as l'ordre des ingénieurs qui se lancent dans une campagne pour se refaire une virginité, mais il reste que les firmes de génie conseil. On pense à SNC-Lavalin, qui est devenue presque une honte nationale, là, après avoir été une fierté nationale.
C'est vrai. Et l'Ordre autour des du monde, oui. Je veux dire, Génivore, tout ça, c'est surtout au Québec qu'on les entend, mais dans le cas de SNC-Lavalin, qu'on parle de scandale au Bangladesh ou dans d'autres pays, je veux dire, c'est absolument aberrant, là. Comment ces gens-là vont s'en sortir, je ne le sais pas. Mais on ajoute le CHUM, qui est voyons, le CUSUM. Le CUSUM, pardon. Ouais. Là où on a vu le même genre d'allégations de pots de vin de 22 millions envers Arthur Porter. Ça disparaîtra pas, ça, à cause après la commission Charbonneau. Ces gens-là vont avoir du travail à faire. C'est là où la société, je pense, est peut-être torturée par les audiences de la commission Charbonneau face aux ingénieurs, parce que on a besoin, donc, cette espèce de paradoxe où on a besoin de leurs services. On ne peut pas, ils sont des incontournables de la mise en place de beaucoup d'infrastructures, mais en même temps, on sait qu'ils ont, pour prendre ton expression, dupé la population. C'est pas ça mon expression. C'est ça, j'ai pas osé. Non, hein, ça n'a pas traversé tes lèvres, ça, Kathleen. T'as senti ça, hein? Ouais, on voulait entendre aussi un extrait du témoignage de Michel Lalonde. On l'écoute puis on explique. En tout cas, on essaie. Malheureusement, je ne peux effacer le passé ni les événements auxquels j'ai participé. À cette époque, je croyais que c'était la chose à faire pour permettre à mon entreprise et à mes employés de travailler. Je comprends la portée de mes gestes et j'espère qu'on pourra un jour me les pardonner. Sur un plan plus personnel, je tiens à souligner le soutien de ma famille, mes parents, ma femme et mes 4 enfants. Qui ont été très éprouvés au cours des derniers jours. Il n'a pas fait l'École nationale de théâtre, lui, là, hein? Michel Lalonde, c'était des grosses larmes de crocodile, vous trouvez pas? On n'est pas très ému, en tout cas. Non. Stéphane? Moi, ce qui m'a frappé dans ses excuses à la fin, c'est que pas longtemps avant, la commission lui avait demandé, et puis au ministère des Transports, est-ce qu'il y en a de la collusion? Et puis, je sais pas si tu t'en souviens, Kathleen, mais tous les représentants des firmes d'ingénieurs disent non, au provincial, on faisait pas ça, voyons donc. C'est vrai. Avec des centaines, ça après, évidemment, après avoir dépensé des centaines de milliers de dollars en dons aux partis politiques et pas juste les libéraux. Alors, la question que je me pose, c'est que, on comprend que ces gens-là donnaient au provincial parce qu'ils trouvaient les leaders des partis provinciaux probablement très, très beaux. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Admettons qu'en 2014, là, au printemps, quand on va commencer à parler du ministère des Transports, du ministère des Transports, puis on découvre qu'il y en avait de la collusion ou des preuves de collusion. Et alors, après que ces gens-là aient dit non, il n'y en a pas. Moi, je pense que si ça ressort, il y a peut-être des ingénieurs ou des dirigeants d'entreprise qui vont se retrouver dans le trouble parce que là, on va tomber dans la parjure. Rappelez-nous qui est Michel Lalonde. Michel Lalonde, donc, c'est le PDG de Genius, groupe conseil, qui s'appelait auparavant le groupe Séguin. Et c'est donc sous la bannière du groupe Séguin que la firme a été surtout connue. Il faut comprendre que le groupe Séguin a été fondamental dans le jeu de coulisses pour faire de la collusion. C'était la plus petite firme de génie, mais c'était celle qui orchestrait littéralement le travail de collusion entre chacun des partenaires. Toujours s'assurer que c'est les mêmes joueurs, toujours s'assurer que chacun son tour, il y en avait un qui avait un contrat, puis éviter que des gens de l'extérieur puissent rentrer, évidemment maximiser les profits en chargeant la ville autant qu'elle pouvait charger pour un projet. Et qui payait en fin de compte, vous et moi sur nos comptes de taxes. C'est ça. En bout de piste, là, ce qu'il faut comprendre, ce que la population doit comprendre, c'est que les firmes s'entendaient entre elles pour se partager les tartes, la grosse tarte, et puis plus elle coûtait cher, mieux c'était parce que ça représentait des profits réels pour chacune d'entre elles. Évidemment, la grosse tarte là-dedans, c'est nous tous, hein, qui sont partagés. Là, je suis prête à le répéter. Oui, la grosse tarte, oui. On s'arrête un instant. Nous sommes avec Stéphane Giroux, qui est journaliste à CTV, et Kathleen Lévesque, journaliste à La Presse, qui ont suivi la commission Charbonneau. On poursuit cela après ceci. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Qu'est-ce que le pizzo, M. Migliotto? Je peux pas m'en parler, je sais pas c'est quoi un pizzo. Alors comment pouvez-vous affirmer que ça n'existe pas au Canada si vous ne savez pas c'est quoi? Je n'ai jamais entendu parler. J'ai entendu parler d'une pizza en Italie, mais je n'ai jamais entendu parler au Canada. Je n'ai même pas l'idée. C'est quoi la mafia? La mafia, c'est-tu quelqu'un qui tue? C'est-tu quelqu'un qui vole? Je sais pas. Hein?
Mémorable, hein? Catherine Lévesque. Quel personnage extraordinaire. Stéphane Giroux de CTV. On vient d'entendre Nicolò Miliotto. Nicolò Miliotto, qui était président de Mileva Construction, qui faisait partie de cette espèce de cartel-là de firmes de construction, les runs de garnottes, de trottoirs. Lui, sa spécialité, c'était les trottoirs. C'est pour ça que son surnom, c'était Monsieur Trottoir. C'est lui qu'on voyait dans les fameuses vidéos prises dans le Café Cosenza l'an dernier, où ça distribuait de l'argent à la famille Rizzuto, et puis ça mettait ça dans leur poche, puis lui s'en retournait. Dans les chaussettes. Oui. Ouais. Et puis, c'est drôle quand on y pense, puis ça va dire, pizzo, ça, le pizzo, c'est l'argent de protection, là, qu'on collecte au commerce. Non, je ne connais pas. C'est tous les clichés mafieux en un personnage. Mais on n'a jamais su d'où venait cet argent, à quoi servait cet argent-là, pourquoi il le prenait puis le mettait dans... Ça provenait de quoi, de quel service rendu? Mais c'est là que tu mets le doigt sur un élément important, je pense. La commission Charbonneau a voulu, parce que ça fait partie de son mandat aussi, d'aller sur la voie de la mafia, mais c'est un terrain glissant, c'est un terrain très difficile parce que les gens résistent énormément. L'exemple, on vient d'en avoir un exemple parfait avec M. Miliotto, qui pourtant a été très clairement et très franchement associé à la mafia, ne serait-ce que par les vidéos, l'écoute et tous les témoignages qui sont venus, qui ont été entendus à la commission Charbonneau, parce que M. Miliotto était une passerelle. C'était lui à qui on remettait l'argent des contrats de la Ville de Montréal, un 3%, un 2,5%, pardon, et qui, lui, par la suite, comme Stéphane le racontait, se retrouvait au quartier général de la mafia et remettait ça aux dirigeants. Donc, il était une espèce de passerelle. Pourtant, à son témoignage, il est resté très calme et vraiment, on a réussi à rien lui soutirer. Donc, la mafia, ça en est très bien tiré avec un Miliotto. Le 2,5% servait, c'est finalement la contribution des contracteurs collusionnaires envers la mafia qui s'occupait du bon rendement des choses. Mais Miliotto, lui, il allait dire devant la commission le plus sérieusement du monde que c'était de l'argent pour organiser des activités culturelles pour les gens originaires du même coin de pays qu'eux autres en Sicile. Pourquoi ils le cachent dans les bas? Ah, ben, il y a des gens qui mettent ça dans les bas, d'autres qui mettent ça dans leur portefeuille. Il faut en rire quelque part. Ouais. Et lui, apportait un sac à dos ou rien de ça il a jamais traversé l'esprit. Il mettait ça dans ses chaussettes. Tu mets-tu bien des affaires dans tes chaussettes, toi, Kathleen? Moi, je mets pas grand-chose. À part mes orteils, là, ça... Ouais, c'est ça, tu sais. Là, tu commences à faire tes courses chez Métro, puis tu mets ta saucisse puis ton hot dog dans tes chaussettes. Mais de façon très sérieuse, si je peux me permettre, la mafia, donc, on a fait une tentative de pointer en la direction de la mafia, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à déstabiliser qui que ce soit ou quoi que ce soit d'une structure mafieuse dans la région. Est-ce qu'on peut encore dire, là, sans conséquence? Dans ce cas-ci, en effet, je pense que oui. Parce que la mafia, et ça avait été très bien exprimé d'ailleurs au moment il y a plus d'un an, au moment où la commission commençait ses travaux, la mafia se réajuste continuellement. Absolument. Je veux dire, en ce moment, là, on le sait que la mafia attend juste que la poussière retombe pour trouver un autre gimmick, pour recommencer à essayer de profiter des contrats de la manne, parce que là, on s'entend que on n'a pas fini là avec les travaux d'infrastructure. Des milliards de Et puis, ils vont toujours essayer d'en avoir. Puis, ce qu'on retient avec les tactiques et les techniques de la mafia, c'est d'écarter les gens honnêtes, les entrepreneurs honnêtes et intègres, pour en garder le maximum pour eux autres. Mais en même temps, on n'a pas vu de jeunes non plus. Borsellino, un autre qu'on a vu. De Garni Construction. Oui, Robert Marcil, qui était... Directeur des services de travaux publics à la Ville de Montréal. Ouais. Des pertes de mémoire extraordinaires chez ces gens-là, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est une affaire de génération? Parce que là, moi, j'ai vu personne de 30 ans là-dedans. Ben, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps, puis c'est parce qu'ils sont là depuis longtemps qu'ils sont capables d'utiliser leurs contacts et leurs relations politiques. Ça prouve que le système fonctionne. Leur système fonctionne parce qu'il n'y a personne qui a pu Ces gens-là ont des dauphins, là.
Ah oui? Faut pas se leurrer. OK, j'étais inquiet un peu. Je me disais, il n'y a pas de relève chez les bandits? Oui, n'ayez crainte, il y a une relève. D'accord. On va pas à l'université pour devenir membre de la mafia. Non? Oui, mais la mafia, faut se souvenir aussi, parce que ça, il y a eu des témoignages à cet égard-là, la mafia, c'est tellement bien adaptée à la société qu'elle est maintenant en veston-cravate. C'est vrai. Puis il y a des dauphins qui vont à l'université pour être mieux préparés à prendre la relève. C'est devenu une véritable business comme tel, une industrie. Les gens sont en général intégrés à l'économie légale. Ouais, en 1 minute et demie à peu près, Joe Borsellino, son histoire, pourquoi faudrait-il s'en souvenir? Ben, Joe Borsellino, entre autres, avait des pertes de mémoire extraordinaires pendant son témoignage et il aurait été tabassé, mais devant la commission Charbonneau, il ne se souvenait absolument pas de cet événement-là, comme si c'était une chose tout à fait banale. Il faut surtout se souvenir de Borsellino parce que il faisait partie de le clan qui tentait de mettre la main sur le Fonds de solidarité, sur l'accès au Fonds de solidarité. Alors, je fais un lien avec ce qui s'est dit au cours de l'automne, bien que M. Borsellino ait témoigné au printemps, parce qu'il faut voir que la commission a établi une stratégie qui faut attacher les fils puis les morceaux s'imbriquent, mais des fois à des mois de distance. C'est bien résumé. D'ailleurs, M. Borsellino est quand même... On n'a pas de preuve qu'il est un mafieux, là. Il y a peut-être des relations pas trop fréquentables, mais ça reste un homme d'affaires. C'est un concurrent de Tony Accurso. Et puis, ce qu'on entendait dans les derniers temps, c'est qu'il était tanné de voir que Tony Accurso ramassait tout du Fonds de solidarité et lui, juste des miettes. Il représente la saine compétition, bref. Ouais, okay. Après les infos avec Catherine Lévesque et Stéphane Giroux de CTV de la presse, on va aller voir à Montréal et aussi les syndicats et la FTQ, puis on va conclure vers 2h30 sur cette commission Charbonneau 2013. On revient après ceci. Les deux mères. Oh, chier, toi. Les deux mères. Carbone et Mascouche. Je pense que ce bateau-là, c'est le bateau du pouvoir du Québec. Oublie ça, le bateau. Exciting and new. Est-ce que c'est le bateau du pouvoir du Québec? Come aboard. Les deux mers. We're expecting you. Ah oui, le bateau de l'amour, le bateau du pouvoir. Stéphane Giroux, journaliste à CTV, Kathleen Lévesque, journaliste à la presse. Ça, ce bateau d'Accurso, et en plus, on se parlait de ça, hors d'onde, le maire de Terrebonne, Robitaille, son nom? Oui, Jean-Marc Robitaille. Réélu. Hein, doigt dans le nez. Sans aucun problème. Réélu. Lui est allé sur le bateau d'Accurso, il rend compte à personne, et évidemment, il accorde aucune entrevue parce qu'il se cache. Il a toujours nié. Ben, sans le nier, il l'a jamais avoué, il l'a jamais nié. Je comprends. Il y a personne pour l'asseoir puis dire. Il a toujours dit que c'était des vacances privées. Alors, ce que je fais dans le privé, ça ne regarde personne. Mais comment t'as accès au bateau d'Accurso? Ben, t'as accès parce que t'es maire. C'est ça l'idée. Donc, il n'y a rien de privé là-dedans. Ouais. Et des maires comme lui doivent rendre compte de ce qu'ils font. Évidemment, ils sont pas supposés d'avoir de lien étroit avec un entrepreneur aussi important que Tony Accurso. D'ailleurs, qui est le grand absent. Son bateau est très présent dans les audiences de la commission Charbonneau, mais lui, c'est le grand absent de la commission. Oui. Ouais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce bateau-là était finalement, venez sur mon bateau, je vais vous gâter. C'est le vieux concept, là, tu sais, wine and dine, là, gâter, bouteille de vin, ticket de hockey, viens donc voir mon bateau. Ça, c'est pour coucher avec la fille, Stéphane, absolument. Wine and dine and 69, ou quelque chose ben là, écoute, je t'en coupe. On connaît les expressions en anglais, là. Hey. Pas ton vocabulaire, mais on veut les gâter. Mais c'est vrai, c'est ça l'expression. Oui, ben oui, on finit toujours par fourrer quelqu'un. Merci, c'est ça qu'on voulait entendre. Mais c'est quand même aberrant que Tony Accurso n'ait pas été entendu ou rencontré ou quoi que ce soit. C'est quand même aberrant que... Il faut dire qu'il a fait des démarches en cours pour faire casser le subpénat, donc
Ouais. La situation à comparaître. Excusez-moi, j'ai la réponse officielle là, du maire Jean-Marc Robitaille de Terrebonne. Il dit lors de vacances personnelles, c'est un communiqué de presse. Hein. Ils sont forts quand ils veulent pas parler, ils envoient un communiqué de presse. Ça endort les gens. Ben c'est ça. Puis j'ai répondu, puis c'est fini. Lors de vacances personnelles planifiées et amorcées avec ma conjointe à Saint-Thomas, il y a de cela plusieurs années, nous y avons rencontré dans un lieu public Normand Trudel et Tony Accurso. Il nous prend pour des cons. Accompagnés de leurs conjointes, évidemment, qui nous ont alors invités à passer un moment avec eux sur le bateau de ce dernier. Ce dernier étant Tony Accurso, pas leur conjoint. Hein? Mais tout ça pour dire qu'en fait, on revient quand même au bon vieux principe, comme Stéphane le dit. Je vais plutôt l'exprimer autrement. C'est soignons nos amitiés et faisons en sorte que nos partenaires d'affaires deviennent tellement proches que finalement on va jaser de business quand on va jouer au golf, on va s'inviter le samedi soir, puis mais on ils va bien sont pas là s'entendre. pour représenter les citoyens, ces gens-là. Il y a un service public, il y a une question morale à se poser, puis à soulever auprès de la population. Puis faut dire que la commission Charbonneau a été créée justement parce que la population avait un appétit pour la population se scandalisait pour ce genre de situation-là. Elle avait un appétit pour qu'on fasse le ménage. Sauf que on continue à voter quand même pour M. Robitaille. Il a été réélu Robitaille à Terrebonne. Bravo les gens de Terrebonne. En fait, Michel Arsenault est allé également sur le bateau l'ancien président de la FTQ. Et puis, jusqu'au mois de novembre, on pensait bien qu'il était pour redevenir le président de la FTQ. Là. Je veux dire, ça n'avait pas été du fait qu'il a été incapable d'empêcher la diffusion de l'écoute électronique à la commission Charbonneau. Il serait toujours en place. Aurons-nous des surprises en 2014 sur tous ces gens qui sont allés sur ce bateau, le touch de Tony Accurso? Ben là, la première chose que la surprise, c'est pas nécessairement une surprise, mais on va sûrement vouloir clore le chapitre syndical en janvier. Alors on peut s'attendre à ce que Michel Arsenault, donc qui était président de la FTQ et qui présidait également le Front de solidarité jusqu'en novembre dernier, soit amené à la barre des témoins. Ainsi Guy Gionnet de la Solim, le bras immobilier du Front de solidarité. On écoute une partie du témoignage de Ken Pereira. Jocelyn Dupuis, je vais reprendre un peu un Mary Shelley, tu sais, de Frankenstein. Lui, c'est Frankenstein, mais on l'a créé. Il y a quelqu'un qui l'a créé, puis c'est l'exécutif qui l'a créé en le laissant. Là, il est out of control, puis on peut plus le contrôler. Mais là, on n'est plus capable, on sait pas quoi faire. Ken Pereira qui a lancé le bal, hein? Ce qui est fascinant sur Ken Pereira, c'est lui, c'est un syndicaliste pur et dur. Il croit à la cause, il croit aux droits des travailleurs, et puis comme tout travailleur de la construction, hein, il fait une certaine image là, d'un gars un petit peu rough, dur. Est-ce qu'il est aussi propre qu'il prétend? On le saura jamais. Sauf que quand ce gars-là est arrivé, il a tout de suite découvert que la haute direction de la FTQ Construction était corrompue à l'os. Moi, ce que je trouve fascinant dans le témoignage de Ken Pereira, c'est le fait que toutes ces interventions auprès de Michel Arsenault, auprès des autres, auprès du membership, n'a strictement rien donné. Alors, ça prouve jusqu'à quel point il y a une culture impénétrable qui était là jusqu'à tout récemment. La FTQ nous dit que ça a changé. Pour l'instant, faut les croire sur parole, parce qu'il n'y en a pas eu d'élection. Hein. Le nouveau président, c'était le dauphin de Michel Arsenault, alors faut le croire sur parole. Mais il y a vraiment il y a une dynamique là, absolument effarante, là, parce qu'on sait que parmi les membres de la FTQ, si les membres individuels, ceux qui payent des cotisations syndicales, avaient le droit de voter pour leur président, peut-être qu'ils en poseraient pas mal plus de questions. C'est clair que Ken Pereira a été un joueur important de tout ce qui se passe, ce qui s'est passé cet automne, évidemment, au plan des audiences de la commission Charbonneau, mais bien avant ça, à partir du moment où, en 2009, il fait des révélations importantes à Radio-Canada, parce qu'il se rend compte que rien ne peut bouger au sein même du monde syndical auquel il appartient. Alors, on se rend compte à quel point que c'est l'indignation qui a été le moteur chez cet homme-là, et on peut... tout est
tout est jamais noir ou blanc. Il y a des zones de gris, gris foncé, gris pâle, etc. C'était sur les comptes de dépenses de Jocelyn Dupuis. Oui, d'abord et avant tout, il a dénoncé le fait que Jocelyn Dupuis, qui donc dirigeait la FTQ Construction, avait profité très largement, peut-être trop largement, des cotisations des travailleurs. En six mois, ouais. 120 000 $ de dépenses en frais de restaurant, notamment. Et on rappelle que Jocelyn Dupuis est tout petit, là. Hein? Il pèse pas 275 livres. Je l'ai reçu pour son livre avec Richard Goyette. Puis ce gars-là, s'il a mangé pour 120 000 $ en 6 mois, je ne sais pas où il le met. Ben, en fait, c'est pour ses invités, mais on voit l'absurde parce que quand on lui a demandé pourquoi vous avez tant dépensé, il niait pas, il disait toujours, c'était toujours pour la cause des travailleurs. Ouais. C'était toujours pour les travailleurs. J'ai jamais dépensé une scène qui appartenait pas. Il avait très bien appris, en fait, son discours avant d'arriver à la barre des témoins à la commission Charbonneau, Monsieur Dupuis. Mais je reviens à Ken Pereira parce que il a été démonisé par la FTQ, par la FTQ Construction, par le Fonds de solidarité, traîné dans la boue, en effet. Or, évidemment, c'est la commission qui devra apprécier la crédibilité de ce témoin-là. Mais de toute évidence, on lui a accordé beaucoup de crédibilité parce que même s'il avoue, par exemple, avoir volé les notes de frais de Jocelyn Dupuis, je pense que c'est le genre de vol qu'on peut dire c'était bon. C'était pour la bonne cause. Pour le bien commun, finalement. Ah, tout à fait. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ce qu'on appelle en anglais un whistleblower. Tu sais, c'est comme un peu, quelqu'un qui va voler des fichiers du gouvernement pour montrer, regardez, je suis en train de vous fourrer. Ouais. C'est un peu ça qu'il a fait. On n'a pas le temps de passer l'extrait de Jocelyn Dupuis qui dit ne pas être du crime organisé. Oh, mon Dieu. Et être en faveur de la réhabilitation. C'est ce que en faveur de la réhabilitation, ça c'est assez extraordinaire. Il s'est dit très ouvert, peut-être plus que la population d'ailleurs. Lui, il n'y avait aucun problème à fréquenter des gens liés au crime organisé, que ce soit du côté des Hells ou que ce soit au niveau de la mafia. C'est des gens d'affaires qu'il côtoyait, c'est des gens d'affaires qu'il rencontrait. Puis s'il y avait moyen de faire des affaires, des bonnes affaires, puis que c'était bon pour les travailleurs, allons-y, let's go. Puis moi, je crois à ça, la réhabilitation, puisque ces gens-là, oui, ils ont fait de la prison. Mais c'est vrai en même temps, tu veux croire à la réhabilitation. Il y a comme une ligne à traverser, là. Oui, sauf que là, on parle de mauvaise fréquentation, parce que quand on entend parler de Casper Ouimet et de Rénal Desjardins, on tombe dans des personnages là qui faut pas Ils n'ont pas fait du vol à l'étalage. Exactement. Non, rappelons juste que M. Desjardins est en prison actuellement. En attente de procès pour meurtre. Oui. C'est pas du vol à l'étalage. On s'arrête un instant. Nous sommes avec Stéphane Giroux de CTV et Kathleen Lévesque de La Presse. Je connais M. Accurso. Norman Trudel, c'est un autre chum? C'est un ami, oui. Très bon ami. Est-ce que Rosa Soria puis qualifié d'ami? Rosa, c'est un ami. Un chum, c'est un chum. Rosa, c'est un ami. Très bon ami. C'est Lona, c'est votre ami Frank. Un chum, c'est un chum. C'est une affaire de famille. Je pense que Bernard Trépanier a trop écouté Queen dans sa jeunesse. Non, je pense pas, hein, c'est pas là. Stéphane Giroux de CTV, Kathleen Lévesque, dernier tour sur la commission Charbonneau. On vient d'entendre Bernard Trépanier. Rappelez-nous qui il était, qui il est et qui il sera. Alors, Bernard Trépanier, c'était le responsable officiellement, là, le responsable du financement pour Union Montréal, l'ancien parti de l'ancien maire Gérald Tremblay, surnommé Monsieur 3%. Pourquoi? Parce qu'il collectait 3% sur les contrats, parce que c'est lui qui servait de rouage. D'intermédiaire, oui, c'est ça, entre Union Montréal et les firmes de génie conseil, notamment, et même des entrepreneurs. C'est un rouage, finalement, du pouvoir autour du pouvoir. C'est lui qui avait le fameux coffre-fort qui fermait pas parce qu'il y avait trop d'argent. Ce qui est intéressant aussi dans le cas de Trépanier, c'est qu'il aurait été supposément congédié en 2006 pour pratiques douteuses, mais il a toujours continué. Oui. Toujours pour le même parti. Au financement. Oui, au financement. Oui. Toujours aussi près des bottines de Frank Zampino, qui était alors président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Et évidemment, Gérald Tremblay, qui n'était pas au courant de rien. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'il a dit,
quand l'ex-maire s'est présenté à la commission Charbonneau, ça a été de dire « Ah, et puis en passant, là, il n'y en avait pas de 3%. » Gérald Tremblay, ça? Oui. Vous en souvenez, tout le monde est parti à rire dans la salle de presse parce que c'était complètement absurde. Ça allait à l'encontre de... Est-ce que c'est un personnage, Gérald Tremblay, ou vraiment il ne le savait pas? Moi, en fait, il a détourné le regard. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'il faut... Il le savait. Il voulait pas le savoir. Il voulait pas le savoir. Il voulait pas le savoir. Il y avait un entourage qui le protégeait bien, probablement. Et il voulait, puis il a détourné le regard sur ce qui se passait. Non, mais lui, là, Monsieur Bible, là, Monsieur Église catholique, là, messe à tous les dimanches, en qui on avait confiance. Là. Il te parlait, tu avais confiance, tu dis, ce monsieur-là peut pas me mentir. Lui, il savait-tu ou il savait pas? Moi, plus ça va, plus je me rends compte que c'est un homme, peut-être qui posait pas assez de questions, peut-être qui était idéaliste. Tout ça pour dire qu'il y a un parti politique qui a dit, toi, ta job, c'est de sourire pour les caméras. Nous autres, on s'occupe du reste. Ouais. La personne qui s'occupait du reste, c'était Frank Zampino. Frank Zampino, évidemment, qui a profité de son passage pour également affirmer qu'il était pas au courant de quelques même oui que ce soit. Mais aveuglement volontaire de Gérald Tremblay? Gérald Tremblay s'est défendu d'être naïf. Il l'a dit. Textuellement, là. Il a dit à la commission Charbonneau qu'il n'était pas un naïf. Non, pas du tout. Mm-hmm. Mais si on le croit, ben ça, c'est à chaque personne d'en décider. Moi, mon opinion est faite. Mais... À chaque personne d'être assez naïf pour le croire. C'est bien dit. Peut-être bien, oui. Il y a eu d'autres surprises, hein. Alexandre Duplessis, Michael Applebaum, vraiment, ça ouais, mais là, on tourne... Quelle année extraordinaire, quand même. Mais là, c'est complètement absurde, là. C'est complètement absurde, là. Quand, je veux dire... Mais c'est peut-être du théâtre de l'absurde, mais on l'a vécu pour vrai, Est-ce là. qu'on les écoute un petit peu? On va les écouter un petit peu. Mets tes oreilles, Kathleen. Avez-vous des squelettes dans le placard, M. Duplessis, qu'on va découvrir en 2013? Aucun. Zéro. Une nouvelle ère pour Laval. Une nouvelle façon de gérer les fonds publics. Le seul intérêt que j'ai, c'est pour les Montréalais et les Montréalaises. C'est un nouveau départ. Je veux que les gens soient fiers de Montréal. Pour nous, $1 volé de nos contribuables, c'est inacceptable. Il n'y a aucune irrégularité. Mon objectif, c'est de faire le ménage à Montréal et de lutter contre la collusion et la corruption. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai jamais eu une faveur. J'ai jamais eu une cent. J'ai jamais donné une faveur à aucune personne et je suis pas achetable. Aie confiance, crois en moi. Le seul intérêt que j'ai, c'est pour les Montréalais et les Montréalaises. J'ai jamais donné une faveur à aucune personne. Veille sur toi. Il n'y a aucune irrégularité. Aie confiance. Ouais, OK. Bon, Alexandre Duplessis, ancien maire de Laval, Michael Applebaum, brièvement, lui aussi, maire de Montréal. C'est quand même extraordinaire, hein, que tu sois assez sans dessin pour aller en ondes et dire « Je n'ai aucun squelette dans mon placard » quand tu sais que tu as de la misère à barrer à la porte. Moi, je pense qu'il y a réellement des politiciens qui pensent qui sont honnêtes tout en faisant des choses malhonnêtes. Il y a des gens qui doivent se croire. Bon, évidemment, Michael Applebaum, il a droit à la présomption d'innocence. Il existe de la preuve. Il va falloir l'entendre lors de son procès. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est le fait que peut-être, en cas de crise, quand on doit enlever notre mère ou whatever, on se retrouve avec quoi? Tu sais, on se retrouve avec des remplaçants qu'on connaît pas. Qui n'ont pas fait l'objet d'enquêtes journalistiques quand se sont présentés à l'époque. Mais attention, Michael Applebaum, par exemple, était là depuis longtemps. Là, il y avait des squelettes dans le placard. Les gens de NDG qui nous regardent à CTV disaient toujours, c'est drôle, nous autres, on entend des drôles de choses. Mais entendre des drôles de choses, puis prouver, c'était... Des drôles, pas dans le sens de rigolo. Là. Non, mais les audiences de la commission Charbonneau ont apporté un éclairage certainement sur Montréal, sur la façon de fonctionner de Montréal, sur la ville de Laval également. Et derrière tout ça, il y a eu les victimes collatérales, finalement, de tout ça. Ce sont les Montréalais et les Lavallois, où la ville de Montréal, la ville de Laval, sont devenus risibles au vu et au su de toute la population du Québec. C'est dommage parce que Montréal et Laval aussi méritent qu'on s'occupe de ces villes-là. Et M. Vaillancourt a laissé un excellent budget derrière lui, là. Il a laissé une ville en santé financière. Même Marc Demers, le nouveau maire, l'a dit lorsqu'il a fait la présentation du budget la semaine passée.
La ville de Laval va très bien. Sauf que. Imaginez si tout l'argent qui a été flambé dans des contrats, dans des extras et dans la collusion et la corruption, ça n'avait pas été le cas. Ouais. L'argent qu'on cherche en Suisse. Peut-être que les taxes seraient encore plus basses, peut-être que les services seraient encore meilleurs, peut-être que le développement municipal et commercial à Laval serait encore mieux fait. Peut-être que la pauvreté immense qui existe à Laval et sur laquelle on s'est toujours fermé les yeux, ou le problème de logement social à Laval sur lequel on s'est toujours, on a toujours refusé de se pencher. À Laval-des-Rapides, à Chamédé. Exactement. Ouais. Ça fait partie des dossiers sur lesquels on s'est jamais trop penché quand Vaillancourt était à la tête de la ville. Parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si ça avait été fait par quelqu'un d'autre. On peut juste spéculer. Alors, c'est facile de dire. C'est comme Rob Ford à Toronto. Il dit, oui, j'ai rien fait. J'ai juste baissé les taxes, oui, mais autrement, t'aurais fait quoi? Oui. Il y a eu une analyse aussi des actions de Rob Ford. On y reviendra une autre fois. Merci beaucoup. À quand le provincial, des élus au provincial avant qu'on se quitte? On espère cet hiver ou sinon au printemps. Faut se rappeler que la commission reprend ses audiences le 13 janvier prochain. On va fermer à ce moment-là le chapitre syndical en espérant qu'on se plonge après ministère des Transports, Hydro-Québec, financement provincial. C'est pour ça qu'on a une autre année devant nous. Très bien. On se reparle dans un an. On se donne rendez-vous. Merci plaisir. Beaucoup, Stéphane Giroux de CTV, Kathleen Lévesque de la presse de nous avoir rafraîchi la mémoire sur toute cette corruption, collusion et contribution illégale aux partis politiques à la commission Charbonneau. Merci beaucoup. On revient après ceci.